Bonjour, chers partenaires. Wow, la voix est un petit peu enrouée ce matin. Je me présente, Steve Noël, VP des ventes et du développement Microsoft chez IT Cloud. Très content de vous voir parmi nous encore ce matin. J'ai eu l'occasion hier de donner une présentation et slash formation avec notre collègue Sylvain Fontaine. Super de belles présentations qu'on a données. Beaucoup de partenaires étaient là. Et encore ce matin, beaucoup de partenaires nous supportent avec le webinaire qu'on va avoir avec comme présentateur Sébastien Côté. Je vais tout premièrement laisser la place à David Latulippe qui veut s'adresser à vous, parler d'une euh, annonce importante pour nos partenaires. Alors, David, si tu es là, vas-y. Oui, je suis là. Merci beaucoup, Steve. Je vais essayer de faire ça vite. Bon matin à tous. Encore une fois, je vois les gens qui se présentent en grand nombre à nos événements. C'est vraiment le fun. C'est signe que la qualité du contenu est là. Merci, Steve, entre autres, puis à l'équipe Laura, Steve, Majda et tous les autres qui participent à ce succès. Je vous parle d'altitude. Vous voyez mon écran. Donc, vous avez vu, bien, premièrement, vous êtes supposé hier avoir reçu une invitation via l'infolettre itcloud.ca. Si vous n'avez pas reçu l'infolettre, c'est parce que vous n'êtes pas dans la liste d'envoi de nos infolettres. Fait que s'il vous plaît, communiquez là, avec qui de droit chez nous, avec partenaire au pluriel à commercialitecloud.ca ou appelez-nous afin qu'on puisse vous ajouter dans notre liste d'envoi d'infolettres parce qu'il y a beaucoup d'informations importantes, pas seulement des événements, des formations, des ateliers, mais aussi des fois des promotions, des rabais sur certaines solutions. Et la seule façon qu'on a de communiquer avec vous, c'est via l'infolettre. Donc, communiquez avec nous si vous n'avez pas reçu ça hier. Deux, trois petits points importants concernant Altitude. Bien, on a lancé les invitations de Altitude à Laval. Donc, Altitude à Laval, c'est les 24 et 25 mai. Gros événement. Déjà beaucoup d'inscriptions. On a envoyé l'invitation hier, puis ça se remplit. Les places sont limitées à cet événement-là. Si je descends rapidement, ben, allez lire l'invitation. Je ne veux pas vous faire le pédigré du congrès, mais quelques points forts ou quelques éléments clés. En fait, je vais aller tout de suite vous montrer carrément l'agenda. Donc, on va agrandir ça ici. Ça ne sera pas bien long pour que ce soit le plus grand possible pour vous. Donc, jour 1, le vendredi, il y en a tant pour les techniciens que pour les décideurs. Donc, on a des préparations à la certification formation MS 102 de Microsoft. Donc, vos techniciens vont là toute la journée avec Cardémon et Sylvain Fontaine afin d'être prêts à aller passer la certification MS 102. On a une certification Acronis aussi sur place. On a une certification Bitdefender sur place. Vous allez avoir l'opportunité aussi de planifier une rencontre avec l'un de nos vice-présidents au cours de l'après-midi. Donc, d'avoir un entretien privilégié, de parler de certains sujets. Donc, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec eux lors d'après-midi. Les certifications et les rencontres one-on-one se terminent à 16 heures. Et à 16 heures, on a un duo de conférenciers qui va parler d'intelligence artificielle et de cybersécurité, donc avec Bruno Guglielminetti, qui est un chroniqueur, animateur émérite depuis plus de 30 ans. Et on a Steve Waterhouse, qui a, je pense, plus besoin de présentation au niveau de la cybersécurité, qui était conseiller au ministre, au gouvernement, etc., et qu'il est de tous les combats au niveau de la cybersécurité. Le vendredi soir, cocktail, humour, donc pour tout le monde, les propriétaires, vos conjoints peuvent venir vous rejoindre. Donc, on a un cocktail arcade humour, ça va être une super de belle ambiance avec des arcades et on a aussi un humoriste qui vient faire une prestation lors du cocktail du vendredi. Le jour 2, on a plein de sessions. On parle de Dynamics 365, d'Azure Virtual Desktop, de Copilot, d'intelligence artificielle, Acronis, AvePoint. On a des sessions de réseautage aussi. Donc, on a un grand salon manufacturier avec Microsoft, Acronis, AvePoint, Bitdefender, bref, toutes les solutions disponibles via IT Cloud. Ils vont être là sur place, donc avec les représentants, vous allez pouvoir échanger avec eux. Et bien sûr, une grande partie de l'équipe IT Cloud va être là. Je pose une petite question dans le chat. Est-ce qu'il y en a parmi vous, je vois qu'on est une trentaine, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà venus à notre congrès Altitude à Laval? Si vous pouvez juste lever la main ou dire moi. Et puis, je veux juste voir parmi les 25, les 30 qui sont là, qui est déjà venu à un événement Altitude à Laval.
On termine en disant René Bergeron, Pierre-Luc Bisaillon fait une présentation à 15h30 à ne pas manquer de AppDirect. Vous savez que itcloud.ca est une compagnie de AppDirect, donc à ne pas manquer. Et la dernière conférence de la journée du samedi, avant le gala banquet spectacle, nul autre que Mr. Bob Hartley. Ça va être vraiment le fun. Ça touche vraiment tout le monde, le contenu de sa conférence. Pour certains, je pense que plusieurs le connaissent. C'est un petit bout en train, compte des petites blagues pendant ses présentations, a beaucoup d'expérience et fait un beau partage de son parcours et comment il a pu dépasser ses limites pour atteindre les plus hauts sommets. Donc, je vous invite vraiment à ne pas manquer ça. Le cocktail pré-gala banquet. Lors du gala banquet, on remet des trophées partenaires de l'année et de nombreux prix de présence vont être remis aussi lors du gala cocktail pré-gala. Et suivant le gala banquet, qui en passant inclut un grand souper 5 étoiles, du vin à volonté et plein de surprises, on a un spectacle de Alter Ego. C'est tout un band. C'est probablement le band le plus hot en Amérique du Nord qui font le top 100 des tunes connues de la personnification. Ils sont 14 sur le stage. C'est vraiment quelque chose à voir. C'est pour ça que je vous recommande fortement. On a passé à Saint-Valentin d'une journée, mais je pense que ce serait un beau cadeau en retard de Saint-Valentin d'inviter vos conjoints et conjointes, d'acheter un billet et de les inviter à altitude afin qu'ils puissent avoir une super de belle soirée le samedi soir. Suivant le spectacle, casino et DJ. Donc, pour ceux qui ne dansent pas, qui ne veulent pas aller sur la piste de danse, il y a un casino, les gens vont pouvoir s'amuser là-bas. On a quelques conférenciers qui sont là. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter au cours des prochaines semaines. Voilà, c'est ce qui conclut pour moi. On s'inscrit comment? On s'inscrit via le portail partenaire. Donc, vous voulez acheter des billets maintenant? Vous allez dans votre portail partenaire IT Cloud. En bas à gauche, vous cliquez sur Admin. Ensuite, en haut à droite, Nouvelle commande. Donc, c'est la même chose quand vous voulez vous acheter un produit pour vous-même. Donc, Admin, Nouvelle commande. Et là, vous allez voir, il y a un nouvel onglet. Le premier en haut, Altitude. Vous pouvez acheter l'un des 3 billets possibles. Donc, les 3 billets, il y en a un que c'est accès complet, qui vous donne accès à tout. Il y a un billet que c'est juste les conférences seulement. Donc, vous pouvez aller au cocktail, oui, là, mais pas au gala banquet. Et il y a un billet gala banquet seulement, que ça, c'est habituellement, c'est pour les conjoints-conjointes. Donc, si vous vous déplacez à notre événement, les conjoints-conjointes, s'ils ne sont pas reliés aux technologies de l'information, souvent, il y a plein d'activités alentour. Il y a le plus grand centre d'achat du Québec qui est là. Il y a d'autres types d'activités vraiment alentour du centre des congrès Sheraton. Et les conjoints-conjointes vont venir vous rejoindre à la fin de la journée, le vendredi, peut-être pour la conférence de Bob Hartley à 16h. Vous pouvez venir vous rejoindre, regarder la conférence. Ensuite, vous allez à votre chambre, vous changez, vous revenez pour le gala banquet spectacle. En passant, si vous achetez des billets, vous allez voir, on le rappelle, d'aller réserver maintenant vos chambres d'hôtel. On a un bloc limité de chambres seulement avec un prix vraiment pas cher. C'est 187 le tarif négocié pour la chambre d'hôtel. Mais rapidement, moi, je pense que d'ici 3 semaines environ, il n'y en aura plus de chambres à ce prix-là. Il va y en avoir d'autres, mais probablement aux alentours de 260, 280. Et attendez pas au dernier moment. Je termine vraiment avec ça. Je me rappelle très bien les 2 derniers événements, à 3 semaines, un mois de l'événement, il n'y en a plus de chambres. Là. Fait que les gens ont été obligés d'aller prendre des chambres d'hôtel qui sont à 1, 2, 3 kilomètres de l'événement. Merci. Désolé pour la longue intervention. Je voulais prendre le temps de bien parler du Congrès d'études. On l'a lancé hier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les réseaux partenaires. Ça va nous faire plaisir de vous assister. Puis, je vais être là. Tout le monde ici qu'on voit à l'écran devrait être là aussi. Fait que j'ai vraiment hâte de vous rencontrer encore une fois puis avoir bien du fun avec vous. Merci. À plus. Merci, David. Je vais donner la place à notre conférencier vedette pour aujourd'hui, Sébastien Côté. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de travailler, échanger, parler avec lui, avoir des conseils, mais définitivement, c'est notre spécialiste Azure pré-vente. J'appelle ça, quand je dis pré-vente, c'est parce que Sébastien va vous donner des conseils au niveau de les concepts Azure, au niveau de le pricing Azure, c'est-à-dire le prix, les prix pour savoir exactement comment sauver même de l'argent sur vos factures Azure. Et même au niveau de l'architecture, il est en mesure de vous aider. Alors, sans plus tarder, un sujet très intéressant aujourd'hui. Je pense qu'au moins une fois par année, c'est important de soulever
le fait qu'il y a des avancées, vous savez, on est dans le cloud, il y a des avancées au niveau de AVD, Azure Virtual Desktop. C'est un produit extrêmement populaire auprès de nos partenaires. Et Windows 65, peut-être un produit qui est moins connu, qui a définitivement son utilité dans certains cas. Et les deux sont vraiment dans je dirais, tout ce qui peut. Microsoft, il décrit ça comme le computing in the cloud ou le desktop in the cloud ou le bureau virtuel en ligne. Alors, je vais laisser Sébastien, je vous laisse entre d'excellentes mains avec Sébastien parler des dernières innovations au niveau d'AVD et Windows 65. Et vas-y, Sébastien. Merci, Steve. Donc, bien le bonjour à tous. Donc, pour ceux et celles qui me connaissent peut-être un peu moins, comme Steve l'a mentionné, je suis spécialiste Azure au sein de la belle équipe chez itcloud.ca. Mon rôle est donc de faire un peu le pont entre les ventes et la technique. Là. Comme mon titre le dit, je suis, comme Steve le disait tantôt, justement, là, je m'organise là, pour faire un peu de la pré-vente. Donc, je fais ça à travers de la formation, de l'éducation, de l'accompagnement aux partenaires. Mon objectif est simple, c'est de vous assister, vous, les partenaires, dans l'acquisition de clients via le biais de la technologie. Je suis donc là pour vous expliquer, vulgariser, simplifier les pratiques et la documentation de notre cher manufacturier Microsoft. Aussi, évidemment, si vous avez des questions de licence, perpétuelle souscription, Windows, SQL, CAL, LTSC et autres, je suis votre homme. Donc, sans plus tarder, on va débuter ensemble le webinaire dont le but est d'explorer les dernières innovations Microsoft Azure Virtual Desktop et Windows 365. Peut-être juste un petit thumbs up, quelque chose juste pour me confirmer que tout le monde m'entend bien et voit bien mon écran aussi. Oh, oh, il y a des mains en l'air. Je ne sais pas si c'est des questions ou juste des affirmations. Donc, allons-y. On va commencer par mettre la table. On va faire un petit comparatif entre Azure Virtual Desktop et Windows 365 avec les différentes présentations qu'on fait une fois de temps en temps, les discussions qu'on a avec les partenaires. On se fait souvent poser des questions. Donc, mon but ici, c'est de démystifier les deux plateformes et software pour bien avoir une compréhension entre les deux. Donc, première des choses, Azure Virtual Desktop à notre gauche est une plateforme as a service. Et puis Windows 365 est un software as a service. Donc, la différence entre les deux, Azure Virtual Desktop, on va avoir le plein contrôle de la plateforme. On est capable de gérer la performance, la grosseur, etc., etc. Tandis que Windows 365, c'est un peu out of the box. Excusez-moi l'anglicisme, mais c'est un software qu'on va utiliser, comme Microsoft se plaît de dire de bout en bout, mais on va jouer à l'intérieur de la boîte et on n'aura pas de contrôle ou très limité à l'extérieur de la boîte. On fait un petit comparatif entre les deux. AVD, évidemment, on est capable d'avoir Windows 10, Windows 11 et Windows Server. Au contraire de Windows 365, non, Windows 10 et Windows 11 seulement. Au niveau de la gestion qu'on peut pouvoir dans le graphique là, présentement, c'est qu'il y en a un qu'on est capable de gérer à partir du portail Azure, donc on est capable de manipuler comme on le veut. L'autre, en version Enterprise, c'est à travers l'Endpoint Management. Sinon, en libre service au niveau de la version Business. Sinon, la limite, l'utilisation puis le prix, tout dépendamment du modèle qu'on va aller chercher, soit que ça va être illimité en fonction de la consommation, parce qu'évidemment, oui, Azure Virtual Desktop est un état d'Azure, carrément, donc c'est pay as you go, basé sur la consommation. Oui, on a des façons de changer le modèle de facturation. On verra ça une autre fois quand on parle des Reserve Instance puis Azure Hybrid Benefit. Je ne veux pas me lancer dans ce sujet-là, mais au niveau de la facturation, il y a d'autres modèles qui existent justement pour économiser de l'argent, pour fixer le prix, etc., etc. Au niveau de l'expérience utilisateur, la dernière ligne qu'on peut voir, évidemment, AVD a un bel avantage. Ça nous permet de partager les frais, partager la performance et d'être multi-utilisateur. Donc, c'est un peu le petit cousin de Remote Desktop Protocol ou RDS, Terminal Server. On a la possibilité avec un Windows 10, Windows 11 d'être en multi-usager. Donc, plusieurs personnes se connectent avec le nouveau logiciel de AVD et se branchent sur un workstation. Tandis que Windows 365, c'est un ratio 1 pour 1. Donc, c'est vraiment deux produits différents, similaires, mais qui s'adressent à des publics cibles différents tout à la fois.
Donc, ceci étant dit, on change de slide. Boum. Et voilà. Donc, on va tomber dans le vif du sujet, les nouveautés. On va commencer par Azure Virtual Desktop en disponibilité générale, en GA, qu'on appelle en anglais. Donc, la première, l'authentification unique à l'aide de l'authentification Microsoft Entra, donc le SSO, le Single Sign-On. Donc, qu'est-ce que ça fait exactement? C'est que ça permet à l'utilisateur de se connecter automatiquement sans demander les informations d'authentification à chacune des fois. Donc, par exemple, comme on peut voir présentement dans les captures d'écran qui sont à la droite, concrètement, dans la configuration du host, dans AVD, ben, on peut aller lui dire justement de sélectionner le mode d'authentification unique et de lui dire qu'on veut utiliser Microsoft Entra, Azure Active Directory pour les anciens, pour faire l'authentification. Donc, en bas, on peut voir que la première fois qu'on va se brancher sur la machine, ça va nous demander une confirmation. Et par la suite, comme on peut voir à gauche, dans le Azure Virtual Desktop Application, on voit bien que j'ai 3 souscriptions. Ma troisième, j'ai 3 applications publiées ainsi qu'un bureau. Et lorsque je vais naviguer d'un à l'autre, ben, il ne me demandera pas mes credentials à plus d'une reprise parce que justement, je les ai déjà utilisés et mon Single Sign-On a déjà été activé. Pour ceux qui ont déjà vu les premières versions, disons ça comme ça, de Azure Virtual Desktop, ou même quand ça s'appelait Windows Virtual Desktop, on avait malheureusement besoin de rentrer les credentials à toutes les fois qu'on venait pour lancer une application ou un bureau publié. Ça tenait un peu tannant. Aujourd'hui, bon, on a l'option. Microsoft n'a pas réinventé la roue, mais ont donné l'option, puis est maintenant en disponibilité générale, tout simplement. Fait que ça nous permet de faciliter l'expérience utilisateur tout en assurant la sécurité en passant par l'identification de Azure Active Directory, maintenant appelé Microsoft Entra. On change. Maintenant, on va se diriger vers. Excusez, ma souris manque de collaboration. Merci. Donc, prochaine chose, le lancement fiable Trusted Launch, toujours dans Azure Virtual Desktop dans les disponibilités générales. Donc, ici, c'est de vous montrer que Microsoft ont packagé des fonctionnalités qui nous permettent de lancer avec fiabilité des machines virtuelles. Donc, comme on peut voir, le petit screenshot en haut à gauche, lorsqu'on vient pour déployer une machine, lorsqu'on arrive dans le petit wizard, dans la catégorie type de sécurité, on a 3 choix. Premier, standard, celui qui est là depuis le début. Le deuxième, celui qu'on parle présentement, lancer les machines virtuelles approuvées. Donc, qui va nous donner en petit encadré en bas à gauche 3 options. 2 qui sont configurées par défaut et la troisième qui est à votre disponibilité. Donc, ici, Microsoft nous propose ce qu'on appelle, c'est ça, le lancement fiable, le Trusted Launch. Donc, c'est un amalgame de fonctions que Microsoft met à notre disposition. La première, qui est le Secure Boot, ou le démarrage sécurisé en français, ce qui nous donne la possibilité de nous protéger contre l'installation des rootkits. Un peu la même affaire qu'on va retrouver sur les machines physiques, là, tout simplement. Donc, et ce qui donne la possibilité de seul le système d'exploitation et pilotes qui ont été signés qui peuvent bien démarrer. Le cas où il y a une défaillance de ce système-là, ben, ce n'est pas sorcier. La fonction de démarrage sécurisé ne parvient pas à authentifier l'image qui a été signée par un éditeur approuvé. Ben, le démarrage va tout simplement échouer, puis that's it. On ne mettra pas en péril l'intégrité de la machine si jamais il y a quelque chose au démarrage qui ne fonctionne pas. La deuxième option, le VTPM, ben, c'est simplement le Virtual Trusted Platform Module. C'est la version virtuelle du TPM 2.0. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Celui-là valide l'intégrité justement au démarrage de la machine. C'est une option supplémentaire qui est là par défaut. Et la troisième, la surveillance intégrée. Comme vous pouvez voir, elle n'est pas cochée par défaut. Je vous laisse voir la documentation, mais en gros, c'est une option supplémentaire et qui offre aussi la possibilité d'envoyer des alertes si jamais il y a des problèmes avec la machine, ça n'a pas démarré, etc., etc. Lorsque je fais mes présentations en VD, je me fais souvent, j'ouvre une parenthèse, là, je me fais souvent demander des recommandations, à savoir justement est-ce qu'on doit activer, est-ce qu'on ne doit pas activer. Évidemment, nous, on est là comme distributeur, on est là un peu pour répandre la bonne nouvelle. On est là pour partager les bonnes pratiques. Évidemment, on va toujours encourager nos partenaires à mettre en place les meilleures sécurités afin de protéger au mieux les clients.
Dans des slides un peu plus loin, je vais pousser un peu la note. On va partager avec vous des connaissances. On va partager un peu des pratiques que nos partenaires nous ont montrées, parce qu'évidemment, on parle de façon quotidienne à des partenaires, donc on est capable d'accumuler un peu d'informations et on va aujourd'hui vous en repartager justement pour vous montrer qu'est-ce que les autres partenaires font pour améliorer, pour déployer, faciliter. Donc, on va voir ça dans des slides un peu plus tard lors de la présentation. Prochaine slide. Prochaine nouveauté, toujours en disponibilité générale, la protection contre la capture d'écran, le Screen Capture Protection. Bon, je pense que ça, je n'ai pas besoin d'expliquer qu'est-ce que ça mange en hiver. Je pense que c'est assez évident. Hein? Ça permet d'empêcher la capture d'écran. J'ai fait attention au petit logo que j'ai utilisé. Évidemment, ça n'empêche pas personne de prendre une photo. Je le sais, on va se faire challenger, on va se faire poser des questions. Ça n'empêche pas personne. Le but ici, c'est de mettre des embûches. L'idée d'utiliser cette fonction, le best, c'est de ne pas le faire tout seul. C'est-à-dire, c'est de le faire de façon conjointe avec d'autres. Comme on peut voir dans la bulle en bas, une petite astuce que Microsoft nous propose. À prime abord, pour sécuriser des machines, ça peut être une bonne idée de désactiver le presse-papier, les lecteurs et les redirections d'imprimantes. L'idée ici, c'est d'assurer la sécurité, disons, pour pas qu'elle remonte dans la machine physique là où la personne est branchée. Exemple, si jamais il y a un problème, une infection dans la machine virtuelle, malgré qu'elle est protégée par les systèmes de sécurité, malgré qu'elle est protégée avec un antivirus ou d'autres systèmes de protection que vous mettez, si jamais la machine est infectée ou compromise, ben, s'il y a une synchronisation au niveau des drives, ben, ça peut monter plus haut. Donc, l'idée ici, c'est de mettre les options à la disponibilité de l'usager, mais pour ce qu'il en a de besoin. Si tel est le cas, qu'il n'y a pas besoin de ces lecteurs redirigés ni de les imprimantes, ben, ça pourrait être une bonne idée de désactiver cette feature-là, tout simplement pour s'exposer un peu moins au risque. Donc, l'idée ici de la fonction de la protection contre la capture d'écran vient se joindre un peu à d'autres options. Entre autres, la prochaine que je vais parler, le filigrane. On change de slide. Donc, celle-ci. OK, c'est juste un watermark qu'on va venir mettre et configurer dans l'affichage de l'utilisateur qui va venir s'y brancher. Encore là, ça n'empêche pas personne à prendre une capture d'écran, mais le but de cette manœuvre, évidemment, c'est de décourager les gens à prendre des photos, un peu les dissuader. Dans le fond, ce qu'on voit là présentement, c'est une configuration qu'on peut mettre dans VD, puis qui va nous permettre de configurer un code QR. Oui, on est capable de jouer avec l'ombrage et tout, là, pour être bien certain que ça ne vient pas nuire à l'usage. Mais comme on peut voir, le code QR est mis à l'intérieur de l'écran et ce code QR-là contient l'identifiant de connexion de la session à distance de l'usager qui est en train de travailler. Donc, il est facile pour un administrateur de retracer tout ça. C'est-à-dire qu'on prend une photo du code QR, comme on peut voir à droite dans les captures d'écran, qui nous donne l'identifiant de connexion. Donc, l'administrateur se branche dans le portail Azure, soit avec le Insight ou avec le log analytique, a la capacité d'aller lancer une query et de demander qui était branché en temps et en lieu avec ce ID de connexion-là. Donc, facilement, on peut retracer l'utilisateur et aller lui poser des questions à qui de droit pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, encore là, ça n'empêche pas, mais ça rend malaisant d'aller prendre des photos et faire de l'extraction de données, tout simplement. L'idée, comme je disais tantôt, c'est de dissuader. Prochaine fonctionnalité. Ici, on va parler des clients bureau à distance. On va parler autant de AVD, un petit peu de Windows 365 aussi en même temps. Donc, comme on peut voir aussi, la plupart sont en disponibilité générale. Il y en a un qui est en pré-version encore. Donc, oui, on le sait, c'est la multiplication des plateformes, la multiplication des clients de connexion. Il existe plusieurs types de clients pour plusieurs types d'appareils sur plusieurs plateformes différentes. Donc, on se fait souvent poser des questions, lequel dois-je prendre, lequel est le mieux, etc., etc. Ben, la réponse est toujours, ça dépend, évidemment. Ça dépend de l'expérience utilisateur ou ça dépend de l'utilisation que l'utilisateur veut en faire. Est-ce que l'utilisateur a la capacité d'installer un logiciel ou non? Est-ce que l'utilisateur est sur la route? Est-ce qu'il est seulement dans un café Internet, etc., etc.? Donc, Microsoft a mis à notre disponibilité une
panoplie d'applications et sont en continuel développement. Comme on peut voir, le deuxième, justement, là, avec son beau nom, l'application Azure Virtual Desktop pour Windows du Store, avec une belle string, là, juste pour nous dire comme de quoi c'est la nouvelle version qui s'en vient. On va voir tantôt d'autres captures d'écran qui vont nous les démontrer. Là. Donc, tout dépendamment, qu'est-ce que l'utilisateur a besoin, prise en charge de plusieurs moniteurs, la résolution d'affichage personnalisé, l'affichage dynamique pour la résolution, si on a besoin de la redirection des appareils, justement, webcam, périphérique de stockage, imprimante, etc., etc. Si on a besoin d'avoir l'optimisation Teams aussi et bien d'autres, ben, c'est là qu'on va venir choisir quelle application qu'on va utiliser ou qu'on va déployer chez le client. Évidemment, l'application web reste un petit peu en dernier recours. L'exemple qu'on donne tout le temps, c'est si l'employé est brisé, perdu ou son appareil est non disponible, il se rend dans un café Internet ou peu importe ailleurs, ou même sur une application mobile, et il va être capable, à travers le web, d'avoir accès à ses applications partagées, à son bureau partagé et être capable de se connecter. Oui, son expérience utilisateur va être un peu appauvrie, mais il va être capable de travailler quand même. C'est ça l'idée, justement, avec un HTML5, le minimum, d'être capable de se brancher sur sa VM. On peut voir aussi qu'on a la disponibilité pour macOS, iOS et Android, évidemment. Prochaine slide. On va tomber du côté Windows 365. Ici, je vais être clair, net et précis et transparent. On va parler de Windows 365 Enterprise. Donc, les prochaines fonctionnalités ne couvrent pas la ligne Business ni la ligne Frontline. Donc, c'est exclusivement les prochaines slides, c'est exclusivement pour la ligne Enterprise. Donc, on voit ici qu'on a deux nouvelles tailles qui sont désormais disponibles. On a un 16 CPU, 64 GB de RAM et 512 GB de disque dur et 1 Tera de disque dur. La question qui va venir avec ça, évidemment, c'est quels sont les prix? Je vous invite évidemment fortement à aller voir dans votre portail partenaire itcloud.ca, dans la section par rapport à ça, pour les prix, dans la section, si je ne me trompe, là, dans le segment Microsoft 365 NCE New Commerce Experience. Donc, vous allez voir les deux SKU qui sont là disponibles. Si je ne me trompe pas, ils sont présentement en promotion. D'ailleurs, donc vous allez voir ça dans votre carte, dans le portail. Aussitôt que vous sélectionnez les SKU, puis vous les rajoutez à votre panier, la ligne promotion devra apparaître en dessous. Vous allez voir les prix là, qui sont disponibles aujourd'hui par rapport à ça en P1Y, P1M ou avec l'Azure Hybrid Benefit, évidemment, selon la situation de votre client. Donc ici, c'est simple. On a deux nouveaux SKU qui nous permettent d'avoir accès à de plus de performance, tout simplement. Prochaine slide. Allez, petite souris. Merci beaucoup. Donc, le redimensionnement, toujours en Windows 365 Enterprise, évidemment. Donc, ici, c'est quand même assez simple. Ça nous permet de redimensionner la taille du SKU qu'on avait demandé au niveau de notre souscription. Donc, qu'est-ce que ça nous permet? La redimension nous permet de mettre à niveau la mémoire, le processeur et le disque. Donc, on est capable, excusez-moi l'anglicisme, de upgrader. On est capable d'aller vers plus haut, vers plus grand. Ça se fait. Par contre, au niveau de rétrograder, c'est-à-dire de downsizer, on est capable de faire ça pour la mémoire et le processeur. Évidemment, vous allez me voir venir. Au niveau de la taille du disque dur, ceci n'est pas disponible. Donc, on ne peut pas downsizer la grandeur du disque dur. Donc, ça, c'est un peu une limitation de ce côté-là. La redimension peut prendre environ une quinzaine de minutes selon l'occupation de chez Azure, la grosseur du disque, etc., etc. Donc, c'est une fonction qui est exclusivement pour Windows Enterprise. Encore une fois, la ligne Business et Frontline ne sont pas disponibles pour ça, ou du moins pas pour le moment. Ensuite, on continue avec toujours Windows Enterprise en pré-version cette fois-ci. Donc, Windows 365 démarrage ou Windows 365 boot. Donc, l'idée ici, c'est de se
connecter directement à partir du PC de l'utilisateur vers le PC Cloud. Certains vont peut-être se souvenir là, des anciens Fat Clients, là, quand on avait la capacité de recycler les anciens ordinateurs et les transformer en TIN, qu'on allait mettre ou configurer un système d'opération qui servait seulement de Jumpbox. Fait que c'est un peu le même concept ici. Donc, on a peu d'informations. On sait que Microsoft sont en train de travailler là-dessus. Ça fait déjà quand même assez un bout. Il n'y a pas eu grand leak pour l'instant. On sait que ça s'en vient, mais sans plus. Ce qu'on a su, c'est qu'il va être possible de personnaliser la page d'accueil, par exemple avec un logo d'entreprise ou quelque chose du genre. Et on sait qu'il va y avoir deux types, c'est-à-dire qu'il va y avoir le type mode PC partagé et le mode PC dédié. Donc, le premier, Windows Boot en mode PC partagé, l'idée, c'est que ça va être plusieurs utilisateurs qui vont pouvoir utiliser le même appareil physique pour se connecter à leur propre PC dans le cloud. Donc, on pourrait penser justement à des gotcha ou un peu sur le même principe que le Frontline, qu'il y a plusieurs usagers qui utilisent le même poste de travail sur des cycles différents dans une journée qui peuvent réutiliser toujours le même poste pour être capable de se brancher. Sinon, le mode dédié, ben, c'est évident, là, ça va être une personne pour un PC, puis c'est tout, ça va être simple comme ça. Fait que l'idée, c'est quand l'usager boot sa machine, rentre ses credentials, boum, il va se faire rediriger vers son PC cloud, puis c'est tout. Donc, ça nous donne la possibilité, là, comme je disais tantôt, on peut faire un Jumpbox ou un Fat Client là, et de nous rediriger vers le PC cloud. Aussitôt qu'on va avoir des nouvelles de ce côté-là, c'est sûr et certain qu'on va vous laisser le savoir lorsque ça va devenir disponible. Ensuite, on va y aller avec le commutateur Windows 365 ou le Windows 365 Switch. Donc, pour certains qui vont se rappeler Windows 7, vous allez sans doute remarquer que ça ressemble un peu au Windows Aero ou le Fit 3D là, qui existait, qu'on faisait avec le Windows Key Tab. Sinon, c'est un peu la continuité du Multiple Desktop là, avec Windows 10 Windows 11. Comme on peut voir en bas, les petites flèches que j'ai montrées, c'est que ça permet à l'utilisateur de gérer des bureaux de travail différents. Par contre, l'option qui est un peu plus que le multiple desktop, c'est que ça nous permet de nous connecter à des PC. Donc, un usager peut voir en petite capsule en bas, comme on peut voir, des PC cloud. Donc, il est capable de basculer localement ou dans le cloud et continuer son travail. Donc, ça permet à l'utilisateur de ne pas être obligé de minimiser, resizer, etc. Donc, simplement avec une combinaison de touches au clavier, il va être capable, éventuellement, puisque cette fonction-là aussi est en préversion, de switcher d'un à l'autre tout simplement. Donc, l'idée ici, c'est de donner un peu plus de flexibilité, performance à l'usager. Prochaine, qu'est-ce qu'on s'en va regarder? Oui, les nouvelles offres GPU pour les PC Cloud. Donc, on a des offres GPU. Donc, oui, effectivement, on ne se fera pas de cachette. Les manufacturiers complémentaires sont NVIDIA et AMD derrière ça. Donc, ça nous donne la possibilité, par le biais d'un processus d'application limité. Comme on peut voir en bas, j'ai mis le lien du formulaire. Si jamais vous avez un client avec son tenant qui veut aller faire la demande, donc vous êtes capable d'aller remplir le form et Microsoft vont vous donner ça en essai, tout simplement. Personnellement, je n'ai pas eu le loisir de les tester, au contraire de ceux dans Azure là, avec les séries N. Donc, j'ai hâte, moi, le premier, d'aller voir de quoi que ça a l'air. La littérature semble bonne. Il faudrait voir justement dans quel ordre au niveau de la performance, la mise en application. Évidemment, on va parler des gens qui ont besoin de faire du graphique, du CAD ou des trucs comme ça. Il faudrait voir justement au niveau de la collaboration, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Parce qu'évidemment que ça, c'est Windows 365, donc ce n'est pas Azure, ce n'est pas tout à fait le même aspect ou la même approche pour le partage de fichiers. Mais il y a fort à parier que pour un utilisateur, un employé seul, par exemple, qui a besoin d'une machine un peu plus performante, justement pour faire du CAD, faire du graphisme, mais il va avoir l'opportunité justement d'y aller à la location. Donc, c'est une belle opportunité d'aller déménager son stock justement dans le cloud. Comme je disais, ça, c'est toujours en préversion. Donc, le lien en bas, si ça vous intéresse, dans le tenant de votre client, si vous êtes intéressé, remplir la forme et voir la réponse que Microsoft vont vous donner.
Ensuite, à venir, on ne parle pas de préversion, mais on parle de travaux que Microsoft sont en train de faire ici. Donc, on parle de Windows 365 offline. Ça, on entend beaucoup parler. Plusieurs ont hâte de le voir arriver, évidemment. Fait que c'est pas sorcier. L'idée ici, c'est que Microsoft vont nous donner la possibilité de travailler sur une machine 365, un PC cloud, de façon offline, c'est-à-dire de façon déconnectée. Et puis, lorsqu'on va se reconnecter aux Internet, ben, le PC Cloud va tout simplement se resynchroniser tout simplement avec la version online. Ça aussi, on a très peu d'informations. On a hâte de voir ça en preview pour être capable de lui toucher, voir comment c'est que ça fonctionne, quel va être le footprint, quelle va être la convivialité de tout ça aussi. C'est sans doute une fonction qui va changer la donne parce qu'évidemment, aujourd'hui, il reste encore des clients qui sont en région, encore des clients qui sont ce qu'on appelle des road warriors, ceux qui sont toujours sur la route. Oui, on a de plus en plus accès à Internet, mais il va y arriver des fois qu'on est obligé d'être déconnecté pour des raisons X, soit au niveau de la limitation de l'accès ou soit par notre transport. Donc, ça risque de changer la donne énormément au niveau de l'accès, mais au niveau de la sécurité et au niveau du provisioning aussi, de la façon que les gens vont être capables de distribuer une machine et d'en assurer le contrôle. Fait que ça, on va suivre ça avec attention, évidemment. Ensuite, les applications. J'ai dit que j'en parlerai tantôt. Là, on a regardé le tableau là, qui parlait de toutes les nouvelles applications qui étaient disponibles et l'investissement que Microsoft faisait là-dedans justement pour donner différentes opportunités. Celle-ci, qui est toujours en preview aujourd'hui, l'application Windows, le Windows App. Ici, cette application-là est compatible avec AVD, Windows 365 et bien d'autres. Comme on peut voir dans la capture d'en bas, là, on est capable de configurer du Remote Desktop, le Remote Desktop Services, le DevBox aussi. Comme on peut voir, c'est disponible sur plusieurs plateformes aussi. On voit dans le milieu de la capture d'écran les pin applications. Ça s'en vient. Ça, j'ai bien hâte de voir justement la possibilité de ce côté-là. Dans le fond, c'est que ça va être des publish apps qui vont être directement à l'intérieur de l'application. Donc, Microsoft nous offre un peu une application un peu pour les gérer tous. Donc, ça va être plus facile, plus convivial. Un usager qui a plusieurs techniques, plusieurs interfaces va être capable de les gérer à partir d'une seule application, d'un seul logiciel, tout simplement. Celle-ci est disponible aujourd'hui en web aussi et en application embarquée là, ou installée. Là, on va voir ça dans la prochaine slide. On y va tout de suite. Et voilà. Donc, en haut, Windows App. Donc, on est capable d'aller chercher à partir du Windows Store ou à partir du portail web. On a la possibilité d'aller le télécharger et on va aller configurer nos différents périphériques à l'intérieur. La deuxième catégorie, le Remote Desktop, l'ordinaire, celui qu'on connaît un peu depuis le début, là, la nouvelle icône rouge tout simplement. Donc, on a la possibilité d'utiliser celui-là. Et le petit dernier qui est sorti en bas, le Azure Virtual Desktop, qui est toujours en bêta. C'est celui que moi, j'utilise présentement. Comme on peut voir la capture d'écran que j'ai mis, j'ai 3 abonnements et à l'intérieur d'un de ceux-là, j'ai 3 Publish Applications et j'ai un bureau publié AVD. La deuxième, comme on peut voir, c'est un Cloud PC, donc c'est un Windows 365 que j'ai, que je fais des tests à l'intérieur. Donc, à l'intérieur d'une même boîte de dialogue, j'ai la possibilité de gérer des souscriptions ou des abonnements différents avec des applications et des services différents à l'intérieur. Ça va très bien, malgré qu'il est encore en preview. Je n'ai pas eu de soucis avec, ça fonctionne très bien, que je fais mes démos, je fais mes utilisations, tout va bien de ce côté-là. C'est un peu comme l'ancienne, Remote Desktop, mais c'est que celle-ci va offrir d'autres opportunités éventuellement. C'est juste qu'ils l'ont mis en preview pour le moment. Ensuite, les interfaces web de connexion. Comme on le disait tantôt, une des possibilités quand un usager est sur la route, qui est en déplacement ou que son PC est non disponible, ben, il a la possibilité justement d'aller dans l'interface web et d'aller avoir accès à sa configuration de PC. Donc, comme on peut voir à gauche, donc l'adresse web, on va chercher notre configuration et on peut ouvrir notre connexion vers notre PC directement dans l'interface web. Sinon, comme on peut voir à droite, on a la possibilité de télécharger les applications. Donc, on a Windows, macOS, Android et iOS aussi. Donc, on a la possibilité... Oh, mon petit carré n'est pas à bonne place. Je suis désolé. On va essayer de corriger ça. Donc, on a la possibilité d'aller télécharger le tout simplement.
Prochaine slide. On va tomber dans le partage de connaissances. J'ai glissé un mot là-dessus tantôt. Donc, c'est ça, pas souvent, mais de façon quotidienne, on parle à plusieurs partenaires. Donc, on a la possibilité et l'opportunité là, de prendre un peu d'informations à gauche et à droite. Et un des sujets qui va assurément s'en venir, c'est de mettre à niveau vers la Windows 11. Donc, sans doute, plusieurs d'entre vous ont eu la possibilité de jouer avec les premières versions de WVD ou AVD. Vous êtes en Windows 10 et vos clients et vous-même allez sûrement vouloir faire la mise à niveau, l'upgrade vers Windows 11. Donc, grosso modo, il y a deux façons de faire, comme on peut voir. La première façon, la version A, c'est de provisionner une nouvelle VM, c'est-à-dire qu'on on l'installe en Windows 11 et vous faites ça comme une migration de serveur, comme vous faites d'habitude, c'est-à-dire que vous installez votre système d'opération, vos applications, vous importez vos données, vous importez vos profils, vous demandez aux agents de faire des tests, etc., etc. Ça, de ce côté-là, je ne vous apprends rien. Et à un moment donné, vous faites votre cut-over et quand que tout est beau, tout est correct, vous décommissionnez votre première VM. Ça, vous avez toujours la possibilité de le faire selon le type d'environnement que vous avez configuré. Une fois que ça c'est fait, ben, l'affaire est ketchup et c'est tout. La version B, le In-Place Upgrade, ici, il y a plusieurs façons de le faire, évidemment. Ici, ce n'est pas une science infuse, mais tout simplement deux méthodes que nous, on a eu l'occasion de jouer avec et qu'on considère comme étant probablement les plus faciles. Donc, la première méthode, c'est d'y aller par le Windows Update, comme tout le monde est capable de faire à travers un PC, laptop ou peu importe. Seule petite notice, c'est qu'il faut aller faire une petite modification au niveau des GPU, tout simplement. Donc, une fois que ça c'est fait, on est capable de faire un Windows Update. La machine va télécharger la version update de Windows 11. Au prochain démarrage, elle va faire sa job, et voilà, c'est tout simple. La deuxième façon, ben, c'est d'y aller avec un ISO, tout simplement. Vous téléchargez un ISO de Windows 11, vous le mettez dans la VM et puis faites clic dessus. C'est aussi simple que ça. Pareil comme on faisait à l'époque avec les versions de Windows Server ou Windows Workstation aussi. On insérait le CD à l'intérieur, on lançait l'ISO et voilà, on avait le petit wizard qui nous apparaissait pour faire les différentes configurations. Next, 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 la machine reboot, puis c'est tout. Donc, le temps imparti est relativement rapide. Évidemment, il faut prévoir une fenêtre de maintenance de la part du client. On vous recommande fortement de faire un backup de votre machine avant. On n'a jamais eu écho comme de quoi il y a eu des accros de ce côté-là, mais on ne sait jamais. Évidemment, à chaque fois qu'on fait une manipulation ou une maintenance, on s'assure de la pérennité des données et du système d'opération du client. Donc, on va aller faire un backup à l'avance. Et puis, après ça, ben, l'affaire est catch-up. C'est tout. Dans ces méthodologies-là, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, ne vous gênez pas à rentrer en contact avec moi ou avec l'équipe de support technique. On a des petites procédures à l'interne, évidemment, pas rien de sorcier, mais un petit walkthrough là, avec des petites étapes, juste pour nous dire quoi faire, comment faire et à ne rien oublier, tout simplement. On n'a pas rien inventé, on a simplement mis des ingrédients dans une recette pour que ça donne un résultat X, tout simplement. Prochaine slide, on va aller voir au niveau du tuning, au niveau de la performance. On se fait souvent poser la question, on fait des accompagnements, on va vous offrir des kick-off meetings, évidemment, pour la mise en place de Azure Virtual Desktop. Donc, ici, c'est 3 questions ou 2 questions et demie, là, souvent très, très populaires. Donc, la première, quand on va déployer une machine en VD, la plupart du temps, c'est qu'on va se demander comment faire pour ajouter le time zone. Encore là, il y a plusieurs méthodes, plusieurs chemins pour arriver à Rome, sauf que celui-ci est quand même assez straightforward, quand même assez efficace. Donc, en PowerShell, en admin, on rajoute une clé de registre et voilà, that's it, that's out. On log off, login, puis le time zone est ajusté selon la configuration de l'usager. Donc, ça ne demande pas de pirouette, ça ne demande pas de configuration, pas besoin d'aller jouer nulle part ailleurs dans la config, seulement une clé de registre qu'on ajoute en PowerShell et voilà. Deuxième chose, d'installer le Language Pack français-Canada. Évidemment, Microsoft ont 2 saveurs, 2 langages de déploiement. Le premier est en anglais et le deuxième est en chinois. Donc, la plupart du temps, évidemment, on va prendre le déploiement en anglais. Donc, on va se débrouiller à partir de là et on va installer les différents Language Packs qu'on a besoin.
Encore là, comme vous pouvez voir, pas besoin de pirouette, pas besoin de courbette. C'est juste d'envoyer une string au PowerShell en mode admin. Donc, c'est quand même assez facile. Le temps de télécharger le Language Pack, ça va prendre quelques minutes, tout dépendamment de la connexion Internet, malgré qu'on est directement chez Azure. Ça se fait quand même assez rapidement. Et la troisième string, d'ajuster le User Language Preference en français Canada une fois qu'on a installé le Language Pack. Donc, dans une seule fenêtre, dans 3 séquences qui prennent quelques minutes, on est capable de passer au travers de cette belle configuration-là. Ensuite, on va parler des démos. Combien de fois que je me fais demander s'il est possible de tester Azure Virtual Desktop ainsi que Windows 365. Malheureusement, dans notre canal à nous, au niveau du CSP, au niveau du cloud, Microsoft n'ont pas mis à notre disponibilité ou à votre disponibilité, les revendeurs, des démos, des sandbox ou quoi que ce soit d'autre. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est vous accompagner justement au niveau d'Azure Virtual Desktop. Il y a quand même le trial public qui existe. Donc, il vous suffit à vous de vous démarrer un tenant avec une carte de crédit, avec une adresse courriel ainsi qu'un numéro de cellulaire pour faire une authentification multifacteur, évidemment. Et vous allez avoir accès à 200 US de crédit pour les 30 premiers jours. Donc, entre vous et moi, vous avez amplement d'espace et de temps pour faire une preuve de concept, faire un essai, faire un test, faire une démo à votre client. Vous avez accès à la majorité des configurations. Quand je parle des configurations, c'est au niveau de la performance. Évidemment, je vous recommande fortement dans un modèle trial comme ça de rouler votre machine seulement lorsque vous en avez besoin. Hein? On la shutdown. On n'ira pas parler d'Azure Hybrid Benefit ici. On fait simplement démarrer notre machine, on fait les configurations, on la shutdown, on va chercher notre client et on lui fait sa démo. Mais en 30 jours, vous êtes capable là, de vous virer de bord entièrement. Ça, il n'y a pas de problème. Et pas d'inquiétude, hein, c'est au fin de la configuration, quand que le trial est terminé, au 30 jours, vous allez recevoir un pop-up qui va dire est-ce que vous voulez continuer de biller sur votre carte de crédit ou si vous voulez arrêter. Vous dites que vous voulez arrêter et c'est tout. Personnellement, j'en ai fait quelques-uns et je n'ai jamais eu d'enjeu de ce côté-là. Donc, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'arnaque ou quoi que ce soit. Là. C'est au bout du 30 jours, c'est fait, c'est terminé. Bon, on termine, puis Microsoft ne feront pas d'autres facturations de ce côté-là. Mais comme j'ai dit au départ, il vous faut une adresse courriel, une carte de crédit et un numéro de téléphone. Puis vous n'êtes pas capable de recycler ces trois-là à toutes les fois. Donc, il vous faut changer. C'est un petit peu tannant. On était capable de le faire avant, mais on ne l'est plus. Deuxième possibilité, si vous êtes un Microsoft Partner Network, un MPN, vous avez des bénéfices Azure. À ce moment-là, pour les gens qui ne connaissent pas ce programme-là, je vais vous envoyer ou vous rediriger vers Magida, qui va être capable de vous accompagner dans cette démarche-là. Donc, dans ce fond, quand vous êtes membre du MPN, selon votre niveau de partenariat, désolé, vous allez avoir certains types de crédits Azure qui vont vous donner la possibilité de jouer dans Azure comme il vous plaît. Donc, si vous voulez faire du AVD, c'est à l'intérieur et voilà. Encore là, celui-là, je vais vous recommander de booter vos machines, faire vos configurations et de les shutdowner. Mais celle-ci utilise des crédits mensuels. Donc, vous êtes capable de la garder au-delà de 30 jours. Donc, si vous ne les avez jamais utilisés, c'est comme un peu de l'argent laissé sur la table. Donc, je vous invite très fortement d'aller voir si vous êtes membre et de profiter des opportunités, des bénéfices qui sont à l'intérieur du MPN pour tout ce qui est Azure, évidemment. Windows 365, c'est un petit peu différent et pareil tout à la fois. Donc, dans le CDX, vous avez la possibilité d'avoir un tenant de 90 jours. Vous êtes capable de vous monter un démo à l'intérieur aussi. Donc, ça, c'est faisable. Il n'y a pas de concept d'argent à ce moment-là. C'est un concept de temps qu'il y a, tout simplement. Je m'en ai déjà monté un. J'ai déjà suivi la petite procédure. C'est quand même assez facile. Je vous C'est sûr que c'est un peu complexe, évidemment. On s'entend, c'est Microsoft, mais ce n'est pas sorcier. On ne fait que suivre les étapes et c'est tout. Si jamais vous avez besoin d'accompagnement au niveau du CDX, le groupe partenaire ainsi que moi-même, on est capable de vous accompagner dans cette direction-là. Pas de problème, ça va nous faire plaisir. Et au niveau des bénéfices Azure, c'est la même chose aussi. Tout dépendant de votre niveau de partenariat, vous êtes capable d'aller chercher des bénéfices pour faire des tests de Windows 365.
Grosso modo, ça fait pas mal le tour pour moi. J'ai été quand même assez straightforward. Steve, est-ce qu'on a des questions ou autres qu'on pourrait répondre? Je vois une question ici. En fait, j'en ai vu une tout à l'heure. Pour le Windows 65, j'ai répondu, mais je vais te laisser confirmer. Ouais. Pour le Windows 65 Boot, il semble que c'est disponible seulement pour le Windows 11. Oui, effectivement. Oui, oui. Il me semble d'avoir vu ça. Je ne mets pas ma tête à couper, là, mais effectivement, il me semble bien que c'est pour Windows 11. Je pourrais revérifier là, pour être certain, là, mais oui, effectivement. Et j'ai Pierre-Marc qui dit j'ai déjà aussi eu à ajouter un utilisateur dans le groupe administrateur local. 30 secondes. Oui, effectivement, pour la gestion des utilisateurs locaux, effectivement, il y a plusieurs façons d'arriver à ces fins-là. Effectivement, il y a toujours plein de chemins pour aller à Rome, on s'entend. Carl, Fred, Danick et moi-même, justement, on essaye de standardiser nos méthodes, nos recommandations et les façons de faire. Mais comme je disais tantôt, par exemple, par rapport au truc, ou l'extra knowledge, là, on a différentes façons d'arriver à nos fins. Fait que oui, effectivement, c'est faisable soit à partir du portail Azure pour rajouter des usagers du Active Directory, Azure Active Directory comme étant des usagers locaux dans la machine. Encore là, ça dépend toujours justement si on est AD joint ou si on est avec un contrôleur de domaine. Il y a certaines particularités. Il n'y a pas de recette magique ou disons, de façon unique pour répondre aux différents besoins. Ça, si jamais il y a quelque chose, juste prendre un rendez-vous soit avec moi ou avec l'équipe de Carl, justement, on pourra explorer selon la situation et de trouver la bonne situation. C'est quand même assez facile, surtout quand on est en AD joint, on passe par le portail Azure et on rajoute des usagers qui sont déjà prévus à des groupes de sécurité, comme on faisait dans le RDS à l'époque. C'est exactement la même chose, c'est juste que le portail est un petit peu différent. Je vais juste regarder pour voir s'il y a des questions dans le Q&A. Je vois que c'est plutôt des commentaires qui sont écrits. Non, il n'y a pas de questions dans le Q&A, juste certaines informations qui sont partagées. Moi, par contre, j'ai une information très importante à vous partager concernant Azure. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion et si vous avez aimé la présentation d'aujourd'hui. Alors, une des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est que la semaine prochaine, euh, la date, le 21 février, exactement dans moins d'une semaine, dans 6 jours, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est qu'on a le programme Excellence Azure qui est chapeauté par Sébastien également. Et qu'est-ce que ça donne? C'est que Sébastien et nous, on a élaboré un programme vous permettant d'aller plus loin ou de commencer du bon pied avec Azure. Alors, en premier, on a 2 premières sessions avec l'ensemble des gens qui sont inscrits au programme. On a déjà au-dessus d'une vingtaine de personnes qui sont inscrites. Euh, Sébastien, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il passe à travers les bases et les fundamentals, si vous voulez, d'Azure. Et ensuite, dans la deuxième session, il va parler de tout ce qui est le calculateur Azure, la facturation, tout ça. Et dans la troisième session, qui est très intéressante, que vous êtes en mesure de vous inscrire à travers un lien Booking, c'est une séance de formation que je dirais qui est personnalisée. Vous êtes en mesure de poser vos propres questions et non seulement vous êtes en mesure de poser vos propres questions, mais également, Sébastien regarde avec vous pour monter un environnement de démo, un environnement de pratique. Alors, je ne sais pas si Sébastien, tu voudrais élaborer un petit peu sur le programme Excellence Azure, puis juste un petit peu le déroulement, parce que je suis certain qu'il y a plusieurs personnes ici qui seraient intéressées à ce niveau-là. Oui, effectivement, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça, les 2 premières sessions sont théoriques et la troisième est pratique. Donc, les 2 premières, on va couvrir évidemment l'aspect vente, technique, les conseils, les pratiques, quoi faire, quoi ne pas faire. On va s'adresser autant au public décideur qu'aux techniciens. Donc, je me fais souvent poser la question qui doit assister à ces présentations-là? Ben, je dirais les deux, parce qu'évidemment, je vais regarder au niveau du déploiement. Fait qu'on va se concentrer au niveau de la
très technique. Comment c'est que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est quoi les idées derrière tout ça? Le portail, comment que ça fonctionne? Fait qu'on va aller voir certains enjeux de ce côté-là. Puis du côté facturation, question déploiement, question vente, question speech, on va regarder au niveau des vendeurs aussi, quel type de clientèle qu'il faut avoir de ce côté-là, quel est le discours, quels sont les avantages et désavantages. Donc, on va couvrir en 2 sessions théoriques quand même assez beaucoup de matériel, puis c'est quand même assez large. Mon idée derrière tout ça, c'est lorsque je vous ai lâché au niveau de la théorie, vous êtes all set justement pour aller faire une présentation client et aller avoir votre speech de vente, à savoir quelle sorte de client, qui va aller faire ça, de quelle façon on va les approcher, qu'est-ce qu'on va dire, comment on va les accompagner. Et puis la troisième rencontre, évidemment, ça va être une rencontre technique. Comme je vous ai montré tantôt à mon écran, là, on avait des façons différentes d'avoir des démos. On a le trial public, MPN ou autre. Donc, tout dépendamment où est-ce que vous en êtes rendu avec ça. On a même fait déjà des démos dans les commerciales, c'est-à-dire qu'un partenaire a provisionné une souscription commerciale CSP comme ses propres clients. On a démarré le tout. On a fait les tests, puis à la fin de la journée, on a juste shutdowné et décommissionné la souscription. Donc, on parle de quelques dollars dans une journée. C'est quand même assez négligeable pour justement faire un test, une preuve de concept, une démo ou simplement un apprentissage. Donc, c'est quelque chose de facile. En gros, pour moi, quand je fais un déploiement Azure Virtual Desktop en AD joint qu'on appelle, ben, ça me prend environ 45 minutes. Donc, durant la présentation, la troisième, le côté pratique, on va revoir un peu la théorie. Je vais vous accompagner de A à Z, c'est-à-dire on fait un nouveau client, on va provisionner un plan Azure, je vous explique la différence entre le plan, la souscription, etc., etc. Et ensuite, on va aller du côté Azure, dans le portail, là où tout se passe, et je vous montre étape par étape comment le faire. À la fin, je vous donne un walkthrough, c'est-à-dire un one-pager qui vous dit quoi, pas comment, mais chacune des lignes, justement, un genre d'aide-mémoire. Quoi faire dans le portail T-Cloud, quoi faire dans le portail Azure, c'est quoi le tuning, c'est quoi les best practices. On n'oublie pas d'activer le backup, on n'oublie pas de mettre en place le HB tout simplement si c'est un serveur, c'est un workstation. On passe au nouveau au travers des licences. Fait que ça, il y a un gros éventail de connaissances qu'on va passer au travers, autant du côté pratique que théorique. Super, merci Sébastien. J'ai eu une très bonne question. Où est-ce que où est-ce qu'il y a quelqu'un, je pense que c'est Pierre-Marc qui a posé la question. Si je regarde bien, il demande, oui, c'est ça, c'est Pierre-Marc, il demande de l'info sur l'atelier IT Cloud Academy du 27 mars. Alors, je sais, si vous allez dans la page événements, ça doit vous titiller de vous savoir exactement qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'atelier du 27 mars avec info. On a l'information, on va la mettre à jour dans les prochains jours. Essentiellement, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être un atelier de préparation à l'examen AZ900. Alors, à cet atelier, on va vous donner toute l'information que vous avez besoin nécessaire pour vous préparer à l'examen AZ900. C'est un examen qui est important parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui veulent aller chercher la désignation des solutions Azure. Alors, tu sais, c'est par où commencer? C'est directement là. Il y a peut-être beaucoup d'entre vous également qui aimeraient ça aller chercher une première certification Azure. Je dirais je dirais qu'il faut commencer par le début et c'est la première formation à aller chercher à ce niveau-là. Alors, moi, je vais être là, Sébastien va être là, Carl vont être là pour justement vous donner tout le matériel nécessaire. Ça va être une journée complète au bureau de Microsoft à Montréal. Alors, soyez de l'affût pour les 2 prochaines semaines, vous allez commencer à recevoir des invitations pour les gens qui sont dans IT Cloud Academy. Et bien sûr, c'est ouvert avec défrayant un coût pour les gens qui ne sont pas à l'intérieur du programme IT Cloud Academy. Alors, sur ce, je ne crois pas qu'il y a d'autres questions. Je voudrais vous remercier pour le temps que vous avez passé avec nous et également, merci beaucoup Sébastien, de partager le formulaire d'évaluation. Et j'aimerais également vous rappeler les prochains événements. Vous avez le programme Excellence. Bien sûr, vous avez l'atelier. Vous pouvez vous inscrire, même si que
bon, les informations d'inscription ne sont pas là, mais regardez très prochainement, d'ici une semaine, les informations vont être là. Et je dirais, bien sûr, n'oubliez pas Altitude, si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous avez jamais expérimenté ça, c'est vraiment fantastique. Et de plus, qu'est-ce qu'on va avoir, c'est qu'on va également avoir de l'information à donner sur Azure à ce moment-là. Alors, bonne journée. Alors, je vois quelqu'un qui me demande, tu pourrais... Ouais, je vais mettre le lien, effectivement. Très bonne remarque. Si je peux aller chercher le lien du code QR pour qu'il soit cliquable dans le chat. Ça ici. Boum, boum. Et voilà. Fait que tout le monde, le lien est dans le chat, tout simplement, si vous voulez cliquer dessus pour avoir accès à la page d'évaluation. Merci de la remplir, évidemment. Ça, c'est très constructif pour nous, à savoir comment nous améliorer à chacune de nos présentations. Et comme ce commentaire-là, justement, je le prends très bien, puis je vais m'assurer justement pour les prochaines présentations que ce soit interactif ou cliquable à l'intérieur. Effectivement, un grand merci. Parfait. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci à tous. Bye bye.